Retour au Burkina Faso et nous nous rendons à l'Est où le chef du Parlement burkinabé a en marge du 3e forum des jeunes leaders tenu à encourager les acteurs de la décentralisation. Et c'est tout le sens de la visite de courtoisie de Soungalo Apollinaire Ouattara au conseil régional et au conseil municipal de Fadangourma, Kwame Bama Sylvain Vibamba. À la mairie de Fada, tout comme au siège du conseil régional de l'Est, le président de l'Assemblée nationale a surtout tenu à encourager des acteurs de la décentralisation. Je voudrais vous dire d'avoir foi en la décentralisation et également en l'ambition du président Compaoré à s'appuyer sur la décentralisation pour offrir des opportunités de développement à tous les secteurs. Le maire a parlé tout à l'heure des filières qui se développaient. Il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas y croire. Mais le président Compaoré a cru en cela. Je le dis parce que tout est une affaire de vision et d'engagement. Accueil et échange avec le maire entouré de conseillers municipaux et des agents ont marqué cette première étape appréciée par le premier responsable de la commune. Nous sommes comblés et nous avons encore beaucoup de dynamisme qui sont venus à nous pour encore travailler davantage avec tous les collègues, le conseil municipal, avec les services techniques qui nous accompagnent. Vraiment, c'est une grande chose pour nous. Visite guidée des locaux du conseil régional, échange avec les conseillers régionaux et des agents administratifs, de quoi galvaniser ces acteurs. Nous sommes heureux que le président de l'Assemblée nationale accepte de rendre visite au conseil régional et voir les conditions dans lesquelles nous travaillons et surtout nous prodiguer des conseils parce qu'ils ont été les précurseurs, ceux-là qui ont imaginé avec le président du Faso la décentralisation. Le président Soungalo Apollinaire Ouattara s'est ensuite rendu au palais de Sa Majesté, le Koupien Diéli, roi du Goulmou, pour une visite de courtoisie. Je souhaite qu'il renouvelle sa présence sur notre terroir le plus souvent possible parce que c'est un honneur pour tout le Goulmou. À tous ceux qu'il a rencontrés, le président de l'Assemblée nationale a porté le message du dialogue et de sa foi en la décentralisation. Et c'est un vent de développement qui souffle sur le nouveau village administratif qu'est désormais IPLC, un statut qui lui confère certains avantages dont la construction d'infrastructures socio-économiques et sanitaires. On comprend alors aisément la joie des populations d'IPLC ce samedi pour le changement de statut. Abdul Rasmane Zongo. IPLC, jadis hameau perdu dans la nature, a été érigé en village administratif à partir de ce 30 août 2014, suite à un arrêté du ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité. Un arrêté dont copie passe allègrement entre les mains de Madame le maire de la commune rurale de Saba et du chef coutumier de IPLC. L'on peut comprendre aisément la grande joie, variablement cadencée par discours, pas de danse, harmonie de corps, bref, prestations musicales savamment distillées par chansonniers traditionnels et artistes modernes. Ensuite de la mobilisation des fils et filles, amis et sympathisants de IPLC, les autorités du centre ont également confirmé leur présence remarquée pour marquer et saluer l'événement. L'érection de IPLC en village administratif avec ses avantages. Sur le plan administratif, IPLC est reconnu comme un village. Avant, c'était un quartier rattaché à un village. Et vous savez que quand c'est comme ça, c'est difficile de booster le développement. Et toute œuvre de développement qui vient, il faut que le village lui-même décide d'abord, ensuite d'en donner à ses quartiers. Maintenant, tout ce qui est développement, tout ce qui peut être mis au profit d'un village, IPLC va en bénéficier. Les joyeux sentiments liés au nouveau statut du village de IPLC ne doivent pas perdre de vue des défis. Je suis très ému. Les doléances qu'on a souhaitées à nos autorités, d'abord l'infrastructure sanitaire, qui est la première. Deuxièmement, l'alphabétisation qui est nécessaire. Et les nouveaux villages, ça manque beaucoup de choses. Présentement, il n'y a pas de bonnes routes, et il n'y a pas d'écoles, on ne parle pas de santé. C'est tout cela, nous, en tant que les fils des villages,
nous, on va faire ce qu'on peut le faire et attendre des aides de l'État pour nous accompagner et pour construire notre village. Située dans la province du Kadiogo, dans la région du centre, la commune rurale de Saba, précédemment composée de 23 villages, s'élargit maintenant à 24 villages avec le nouveau statut de IPLC. Et puis la loi portant réorganisation agraire et foncière est une réponse à la question du foncier rural qui se pose avec acuité au Burkina Faso. Une loi qu'il convient de vulgariser, de même que son texte d'application. Et c'est cela l'objet de l'atelier national qui réunit les acteurs du domaine des différents ministères à Koudougou, Jonas Wemba. Les premiers responsables de la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire s'engagent à vulgariser la loi 034 portant réforme agraire et foncière à tous les acteurs du secteur foncier du Burkina. L'enjeu de cette rencontre de Koudougou est d'harmoniser les points de vue sur la dite loi afin de renforcer les capacités des acteurs, car de nos jours, le foncier est au cœur de toutes les sollicitations et de tous les conflits. Désormais, la terre n'est plus exclusive à l'État. La terre, désormais, est partagée entre l'État, les collectivités territoriales et les particuliers. Voici une des innovations majeures de cette loi-là. Les participants, tout en saluant la démarche du ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, ont soulevé des insuffisances relatives au texte sur le foncier. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est comment faire quand nous voulons faire des investissements publics. Je prends un exemple, on veut construire une école, un dispensaire. Où trouvons-nous les terres, les collectivités territoriales? Si c'est un investissement public, une école, un dispensaire, le problème ne se pose pas. Si c'est l'initiative vient de la commune qui fait investir quelque chose comme ça à titre en tant que commune, comment on fait? La préoccupation qui se pose avec le boom minier que le pays connaît et les grands chantiers de développement qui sont en vue, qu'est-ce qui est prévu exactement? Est-ce que si on vous exproprie votre terre, combien on vous paye exactement? À mon avis, il faut engager la discussion et puis arrêter quelque chose de clair pour tout le monde, pour que tout promoteur sache qu'est-ce qu'il faut payer et puis les populations en fonction peut-être des réalités de chaque localité, qu'on sache qui indemniser et quoi indemniser. La loi 034 du 2 juillet 2012 a été élaborée grâce au soutien de Millennium Challenge et Compte. Et la présente rencontre va permettre son appropriation par tous les acteurs de la décentralisation au Burkina Faso. Pour les échos de la campagne agricole, les prévisions sont à l'optimisme dans les hauts bassins. La saison a connu des débuts difficiles, mais tout semble parti pour espérer de bonnes moissons. Les autorités régionales ont fait le constat dans certaines exploitations. Karim Sissé. L'installation de la présente campagne agricole avait troublé la quiétude des producteurs ici dans les hauts bassins. La cause, non seulement les pluies étaient rares, mais elles étaient aussi mal réparties dans la région. Et ce n'est pas ce producteur installé à Lolio, dans la province du Tuy, qui dirait le contraire. Mais depuis un certain temps, les choses semblent rentrer dans l'ordre. En témoigne la physionomie du champ de Marc Nyoumou. Ici, 47 hectares ont été emblavés en coton, maïs, mil, riz et niébé. Et si les estimations des experts ne trahissent pas, Marc pourrait empocher plus de 20 millions de francs CFA à la fin de cette campagne agricole. À mon avis, si la pluviométrie ne nous avait pas créé des problèmes au début de la saison, j'allais faire mieux que ce que vous voyez là. Mais on prie Dieu que les pluies continuent jusqu'en fin septembre. À Dingasso, dans le Kénédougou, un autre producteur a émerveillé les visiteurs de par son travail. L'état végétatif de cette exploitation se passe de tout commentaire. Et selon les prévisions, Adama Konaté pourrait récolter plus de 4 tonnes de maïs à l'hectare et 2 tonnes de coton à l'hectare. Un tour dans les rizières comme ici, à Ndorola, à Kogwe ou encore à Bahun, l'œuvre abattue par les producteurs est admirable. Cette année, les riziculteurs pourraient se frotter les mains. Mais j'avoue que je suis impressionné par la qualité du travail fait par les producteurs. Ce n'est pas souvent facile parce que dans ces aménagements, il y a une contribution des producteurs qui est demandée.
et également le respect du calendrier culturel, ce qui n'est pas souvent facile vu les difficultés qu'on a de temps à autre avec les caprices climamétriques. Pour les autorités de la région, il y a de quoi se réjouir vu la physionomie des champs visités. Au jour d'aujourd'hui, là, nous pensons qu'en tout cas, nos prévisions sont en train d'être atteintes. Parce que si nous faisons le point, en tout cas en termes de superficie emblavée, nous sommes en tout cas autour de 105% de superficie réalisée. Nous avons vu des parcelles, en tout cas qui sont très propres et qui présentent très bien et qui donnent l'assurance vraiment d'une production agricole et assurée. Donc c'est des exemples qu'il faut vraiment multiplier au Burkina Faso. Cette année, il est attendu dans les hauts bassins 950 000 tonnes de céréales, 3 000 tonnes de coton, 35 000 tonnes de niébé et 10 000 tonnes de sésame. La dégradation des terres, qui est également une préoccupation, est en passe de trouver solution durable. Le programme national de partenariat pour la gestion durable des terres est une nouvelle initiative du ministère de l'Environnement et qui va inculquer des techniques et technologies simples, accessibles et surtout peu coûteuses et qui ont fait leur preuve dans la récupération et la conservation des sols, suivant les explications de Adama Koulibaly. C'est un moment important pour le programme national de partenariat pour la gestion durable des terres dans la région du Centre-Ouest, la formation des usagers des ressources naturelles sur les techniques et les technologies de gestion conservatoire des eaux et des sols. 50 producteurs de 5 communes, soit 10 par commune, sont retenus pour cette phase pilote. Ici, nous sommes dans la commune de Tho et l'approche est novatrice. Toutes les techniques et technologies de récupération et de conservation des terres tranchent par leur simplicité et leur accessibilité. Digues en terre, techniques de défrichage, techniques d'élagage des arbres, réutilisation des feuillages et branchages pour confectionner des digues afin de conserver la fertilité et éviter l'érosion hydrique. Le producteur n'utilise que des matériaux disponibles dans sa parcelle. Ça va beaucoup nous avantager, puisqu'il y a des techniques qu'on ne connaissait pas. Par exemple, la dernière étape, on ne le connaissait pas. C'était avec les diguettes en pierre qu'on faisait. Maintenant, à l'issue de cette formation, on a su qu'il y a d'autres techniques qui se sont ajoutées. Cette phase de formation va permettre la mise en place de champs écoles dans toutes les communes concernées. Une source d'inspiration pour tous les producteurs de la zone qui peuvent en plus compter sur la disponibilité des producteurs déjà formés pour acquérir ces nouvelles connaissances. Les terres sont déjà dégradées, les ressources sont dégradées. Alors, le troisième résultat donc, de ce sous-programme-là dit qu'il faudrait que des pratiques, des bonnes pratiques de gestion durable et équitable des terres doivent être promues, intégrant les savoir-faire locaux, les connaissances locales, dans un contexte marqué par des risques liés au changement climatique, qui sont également, n'est-ce pas, une réalité, ce n'est plus une vue de l'esprit. Cette formation des producteurs vulgarisateurs est le début d'un processus pour le programme national de partenariat pour la gestion durable des terres dans la région du Centre-Ouest. Objectif, inverser les tendances à la dégradation des terres en vulgarisant des techniques de production simples mais vertueuses. Le choix du sol est essentiel pour l'élaboration d'un cognac de qualité. C'est ce que l'on retient de la visite effectuée par le Premier ministre et sa délégation dans le château royal du baron Otard en France. Béon-Luc Adolphe Thiaw a mis à profit son séjour à Angoulême pour visiter la région et ses richesses. Mais avant cette sortie touristique, le chef du gouvernement burkinabé a reçu les honneurs de la ville. Suivez plutôt. C'est une journée du 24 août qui va commencer par un moment très solennel, celui où le Premier ministre Béon-Luc Adolphe Thiaw est fait citoyen d'honneur de la ville d'Angoulême. À l'hôtel de ville, la délégation burkinabé et les partenaires français ont renouvelé le vœu de voir une coopération encore plus fructueuse entre le Festival du film francophone d'Angoulême et le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou pour le rayonnement véritable du 7e art francophone. L'acte de ce jour honore tout un pays, dira le chef du gouvernement burkinabé. L'honneur qui nous a été fait à mon pays, le Burkina Faso, par le festival du film francophone d'Angoulême, est ressenti comme un privilège, parce que nous savons très bien que ce festival a bien
d'autres institutions de pays auraient pu sans doute être là à notre place. Mais je pense que nous y voyons tout l'intérêt que vous portez à notre pays pour le rayonnement de la culture à travers l'une de nos manifestations phares, qu'est le FESPACO, et qui est aujourd'hui à l'honneur. Le FESPACO a été et continue d'être le tremplin du développement du cinéma francophone, puis africain. Et après le repas qui s'en est suivi, place à la partie villégiature de ce voyage à Angoulême. Le Premier ministre et sa délégation mettent le cap sur Jarnac, le village de naissance de François Mitterrand. Luc Adolphe Thiaw fait escale devant la maison où est né l'ancien et défunt président français. Puis le cimetière de Grand Maison où il ira se recueillir devant le caveau familial où repose l'illustre homme d'État français. Le cortège s'ébranle ensuite vers la ville de Cognac. Après un bonjour au maire dont la commune entretient un jumelage avec Bouala dans le centre-nord de Burkina Faso, c'est le château royal de la ville qui accueille la délégation burkinabé pour une visite guidée de la forteresse et surtout pour apprendre comment on fabrique le cognac. Côté histoire, on apprend que le château appartient à la famille du roi François Ier. Le roi y est né en 1494 et pendant son règne, celui qui fut ami des arts et des lettres est le mécène de plusieurs grands artistes de la Renaissance, dont le peintre Léonard de Vinci. Le château royal, qui devient bien national sous la Révolution, va être racheté par le baron Otard pour en faire un lieu de fabrique et de stockage d'eau de vie. Et c'est ainsi que le premier cognac du baron Otard sera élaboré en 1795. Il est aujourd'hui l'un des plus connus à travers le monde. Puis vient le moment attendu, celui où l'on va apprendre comment se fabrique ce cognac de luxe. On apprend alors que le choix du château n'est pas fortuit, que l'épaisseur des murs de la forteresse, le grand nombre de ses pièces, ses voûtes basses et le rôle de l'atmosphère de ses chais sont des éléments essentiels dans le processus de vieillissement du cognac. On retient aussi que le choix du sol est important pour la qualité de l'eau de vie. Une eau de vie qui sera distillée dans de grandes cuves puis stockée dans d'énormes fûts. Le vieillissement prend des années et pendant ce processus, les anges ont leur part. Et c'est un véritable trésor qui se trouve dans les caves du château du baron Otard. Des centaines de tonneaux et de bouteilles qui remontent à des années-lumière. Ce que vous voyez là, ce sont des toiles d'araignée qui recouvrent bouteilles et tonneaux et murs et interdit d'y toucher car les araignées jouent aussi un rôle dans le processus, celui de se débarrasser des insectes qui pourraient s'attaquer aux tonneaux. Puis c'est le moment de la dégustation. Il est important de prendre le temps de sentir et d'humer le cognac. Ceux qui ont goûté au cognac du baron Otard ont tout simplement perdu leur langue. Donc c'est émouvant de pouvoir constater cela de près. Et nous avons donc pu effectivement nous suivre tout le processus de fabrication du cognac et de voir à quel point c'est une liqueur rare, c'est une liqueur de très haute qualité. Et je dois vraiment remercier donc le maire et puis la société Otard qui nous a offert cette possibilité de pouvoir rentrer dans ses entrailles. Et ce qui est bien, c'est de voir que finalement, le baron de Otard a pu racheter ce château tout en faisant donc sa production de cognac, a su préserver cet endroit comme un patrimoine français, culturel français, puisque c'est un château qui remonte très loin dans le temps, comme je viens de vous le dire. Et je pense que c'est aussi important que d'autres châteaux que nous voyons un peu à travers la France. Chez nous, les bâtiments n'ont pas la même consistance, mais nous disposons aussi effectivement de beaucoup de sites touristiques. Et comme à l'instar de cela, il faut promouvoir cela. Le ministre de la Culture est avec moi. Et nous avons visité ensemble le château. Et même s'il ne boit pas le cognac, mais il était obligé de humer la bonne odeur. Et c'est comme s'il avait bu. C'est une visite qui a ravi les hôtes du jour. C'est vraiment pour nous important de faire connaître la ville, de faire connaître le produit de cognac, même s'il est mondialement connu, mais il n'empêche de permettre de bien comprendre comment cela fonctionne, comment cela est élaboré, son histoire, sa culture, ses odeurs, et même son goût pour toutes celles et ceux qui ont pu le goûter. C'est donc, je dirais, avec un grand enthousiasme
que nous avons accueilli cette délégation. Et c'est avec le même enthousiasme que j'ai proposé que votre délégation se rende à la fois sur le caveau de François Mitterrand, que vient d'évoquer son Excellence le Premier ministre, et puis de visiter une maison de cognac, parce que c'est aussi dans notre région un atout fort, à la fois économique, mais également dans le domaine de l'attractivité touristique. Il est important de le faire découvrir à nos amis et futurs partenaires du Burkina. Le cognac Baron Otard est un cognac de luxe qui n'est pas à la portée de tous. Alors, ceux qui, après y avoir goûté, nourrissaient l'ambition de s'offrir une bouteille ont vite déchanté. Les prix sont très dissuasifs. Il n'empêche que la journée a été très enivrante. Au Burkina Faso, les commerçants du Nord ont eu droit à leur sensibilisation sur la réglementation en ce qui concerne les produits de grande consommation. Le ton du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat est à la fermeté quant au respect absolu des textes en vigueur. C'est à Sénégal que s'est tenue la rencontre d'information Korotimi Kagone. Voici la délégation que le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a choisie pour informer, sensibiliser les acteurs du commerce de Sénégal sur le respect de la réglementation des prix des produits de grande consommation. Au cours de cet échange, M. Abdoulaye Koulibaly, directeur de la concurrence et de la répression des fraudes, explique aux commerçants les règles de la concurrence. Alors, ce que le commerçant doit faire, c'est commencer par détenir une carte professionnelle de commerçant. Ensuite, délivrer une facture lorsque c'est un grossiste, l'importateur ou un industriel. Et celui qui vient acheter aussi pour disposer les produits dans sa boutique doit réclamer la facture lorsque son fournisseur ne la lui délivre pas immédiatement. Le directeur de l'Industrie et du Commerce de la région du Nord, à son tour, explique aux acteurs du commerce comment se fait la fixation des prix de vente à ne pas dépasser. Pour lui, ce prix s'obtient grâce à une concertation entre fabricants, importateurs et grossistes. Le contrôle qui se fait, c'est pour leur permettre de bien faire leur travail et permettre aux populations de pouvoir acquérir les produits à des prix raisonnables et des produits sains. Donc nous les invitons à respecter les prix qui ont été fixés, à vendre des produits de qualité et à accueillir favorablement les contrôleurs dans leurs boutiques. Nous sommes satisfaits de cette sensibilisation qui nous a beaucoup éclairé sur la réglementation des prix. Nous voulons que cela se répète. Nous les commerçants, notre problème, c'est la douane, les impôts et les taxes. À la fin de cet échange, cette délégation du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a invité les commerçants à garder sur eux la quittance, la carte de commerce et les factures afin de faciliter le contrôle des prix. C'est un nouveau bureau qui est chargé de faire entendre la voix du syndicat national des enseignants africains du Burkina dans les différentes négociations avec l'État. L'ancien exécutif a fait du bon travail, mais des revendications demeurent et qu'il faille travailler à faire aboutir. Le 36e congrès ordinaire du CNEAB a clos donc ses travaux sur une note de satisfaction. Claudine Bikaba. À ce 36e congrès du syndicat national des enseignants africains du Burkina CNEAB, des rapports ont été présentés par l'ancien bureau exécutif et jugés satisfaisants, mais du chemin reste encore à faire selon les responsables. Et le nouveau bureau installé à l'occasion devrait s'atteler à faire aboutir les nouvelles revendications qui se résument en ceci. Évidemment, il y a des anciennes revendications qui ont été reconduites. Quand vous prenez par exemple le statut particulier, les militants ont félicité le fait que le gouvernement ait accédé à cette requête, mieux, a même engagé les travaux d'écriture de ce statut. Mais ils ont simplement exprimé leur inquiétude quant à la lenteur que ça a pris. La nouvelle grille que le gouvernement vient de signer avec les structures syndicales, en tout cas, on l'a apprécié à sa juste valeur, mais nous avons également relevé à ce niveau quelques réaménagements nécessaires qu'il faille faire. Il a été aussi question de la nouvelle structuration des groupes d'animation pédagogique qui devrait être mise en œuvre à la rentrée prochaine. Le thème du congrès a été également au menu des échanges. Notre thème, c'est la contribution et le rôle du monde syndical
du mouvement syndical à l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso dans un contexte de crise socio-économique voire généralisée. Alors, à travers donc le développement des panélistes, nous avions été instruits, nous avons été suffisamment édifiés sur ce que devrait être le rôle des structures syndicales dans la recherche permanente de la paix. À ce congrès étaient présents les syndicats du Niger et de la Côte d'Ivoire. Et le vœu de tous ces syndicalistes, c'est de se renforcer en s'élargissant à l'UEMOA et à la CEDEAO. Le Burkina Faso devra présenter en janvier prochain à ses pairs à Addis Abeba son rapport de gouvernance dans le cadre du MAEP. Le secrétariat permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et ses collaborateurs des différents ministères et institutions sont à Koudougou pour un atelier technique. Il s'agit d'harmoniser les différentes modalités de collecte de données et de statistiques aux fins de rédaction du 5e rapport. Jonas Wemba. Le secrétariat permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, du Burkina s'active pour le 5e rapport sur la gouvernance démocratique, politique, économique et de gestion financière. Cette rencontre de Koudougou avec ses partenaires des organisations de la société civile, des mouvements des droits humains, appuyés par les directeurs des études et des statistiques sectorielles des départements ministériels et les représentants des institutions et programmes de développement, va lui permettre de diagnostiquer les modalités actuelles de collecte des données sur la mise en œuvre du programme d'action national du MAEP. Les données collectées vont servir à élaborer un rapport de suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations issues de l'évaluation. Nous avons les différents directeurs des services de statistiques de différents départements ministériels qui sont au cœur de la planification de l'activité gouvernementale. Donc, il s'agira pour eux de nous donner ce qui est fait par le gouvernement en termes de recommandations qui ont été adressées au Burkina depuis 2009 lorsque le pays a été évalué dans le cadre du MAEP. Nous pensons qu'il y a des efforts qui sont faits, mais beaucoup reste encore à faire parce que la gouvernance n'est jamais atteinte. Je dis toujours que c'est une quête quotidienne, les questions de démocratie, les questions de développement. L'élaboration du rapport permettrait de fournir des informations concrètes pour l'évaluation des activités à l'échelon national et de guider le processus de prise de décision basé sur les politiques publiques prioritaires. Une association burkinabé des inventeurs et innovateurs pour servir de cadre de concertation et de défense de la propriété intellectuelle. Les chercheurs de Burkina Faso s'organisent ainsi pour mieux vulgariser les produits de la recherche et de l'invention Made in Burkina. L'association et ses ambitions ont été présentées à la presse. Moumouni Soubega. Ils sont tous des concepteurs, inventeurs ou innovateurs de technologies diverses purement made in Burkina. Depuis 2013, ils ont décidé de prendre en main leur destin à travers la création d'une association dénommée Association burkinabé des inventeurs et innovateurs ABDZI. Nous intervenons dans tous les domaines, le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des formules alimentaires et dans les laboratoires de recherche. L'objectif de l'association est de promouvoir les innovations technologiques au Burkina et les résultats de recherche au Burkina. Au département en charge de la recherche et de l'innovation, l'initiative de l'association ABDZI est suivie de près. Dans les technologies qu'ils mettent au point, c'est bien adapté. Donc de ce point de vue-là, nous pensons que c'est des partenaires qui sont importants. C'est dans un premier temps les aider dans la valorisation, dans la promotion de leurs inventions et innovations, parce que nous avons une agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche, et en particulier nous avons une stratégie nationale de la valorisation des résultats de la recherche, des innovations et des inventions, dans lesquelles nous avons un pan qui est prévu pour les innovations. Au-delà de la communication, l'association compte participer activement aux Journées africaines de la propriété intellectuelle qui se tiendront à Ouagadougou les 12 et 15 septembre prochains, histoire de sortir du mutisme les résultats des inventions et innovations du Burkina et contribuer au développement national.
Le CRU 2014 de l'Institut national de formation artistique et culturelle est composé de jeunes et talentueux artistes qui vont apporter leur pierre au rayonnement de la culture burkinabé. Ils ont reçu durant 3 ans un enseignement culturel et artistique de la part de professionnels aguerris du milieu. La sortie de la 6e promotion de l'INAFAC sonnait également la fin de vacances artistiques Ouaga 2014 qui a enregistré une centaine de stagiaires. Claudine Bikaba. Quatre nouveaux musiciens, c'est la cuvée que l'Institut national de formation artistique et culturelle, l'INAFAC, vient de mettre sur le marché artistique burkinabé. En 3 ans, ces musiciens se sont spécialisés au maniement de la guitare, du piano et de la batterie. C'est pour suivre l'évolution donc de tous les étudiants qui sortent de cette école et qui ont l'avantage de pouvoir soit être dans des groupes déjà. Plusieurs d'entre eux sont déjà dans des groupes. Mieux, c'est qu'il y a parmi eux qui enseignent dans les écoles secondaires ou dans les écoles primaires aujourd'hui. Donc c'est dire qu'il y a un suivi effectivement. Nous avons un répertoire de tous les étudiants qui sont sortis depuis la première promotion jusqu'à ce jour. Aux côtés des professionnels, des stagiaires ont aussi été initiés à la danse traditionnelle et moderne, à la musique et aux arts plastiques. Cette clôture leur a permis de mettre en évidence leur talent à travers des prestations de chant et de ballet. C'est une activité d'éveil bien sûr aux arts et à la culture de manière générale. Une occasion qui est offerte à tous nos enfants de pouvoir donc passer utilement leurs vacances. Au cours de la cérémonie, des attestations et certificats ont été remis aux stagiaires et à la promotion sortante. Et l'artiste musicien Amadou Traoré dit Balaké, décédé le 27 août dernier, a été conduit ce matin à sa dernière demeure au cimetière de Gounguin à Ouagadougou. Celui que le monde de la musique burkinabé pleure a été inhumé en présence de nombreux parents, amis et connaissances et une foule d'artistes venus lui faire un dernier adieu. Frédéric Etienne Bassenga. Amadou Balaké Tounounana. Bercé jusqu'à sa dernière demeure par ce qui l'a passionné durant 40 années de sa vie. Amadou Traoré Di Balaké repose désormais au cimetière de Gounguin à Ouagadougou. Celui-là même qui a fait danser plusieurs générations d'Africains a été accompagné jusqu'à la tombe par parents, amis et connaissances. Amadou Balaké laisse derrière lui une famille biologique inconsolable. Malgré son âge qu'il a amené à faire le tour du monde, c'est un père très disponible que retient sa progéniture de lui. Aujourd'hui, vraiment, on a perdu notre baobab. La famille Balaké, la famille Traoré a perdu une grande personne. Ouais, il était tout pour nous. Chez la famille artistique de Balaké et de façon générale le monde du showbiz, le leitmotiv était un des baobabs s'en est allé. C'est l'un des rares, sinon le seul, qui a obtenu 2 disques d'or à la fois. Et c'est un des rares qui a joué dans le groupe, sinon même le seul qui a joué dans le groupe Africando. C'est un grand orchestre africain. Alors donc, considérant tous ces 2 critères-là, j'estime qu'à Balaké, c'est une bibliothèque qui a brûlé. C'était très proche de nous, les jeunes artistes. Il nous donnait beaucoup de conseils. Franchement, c'était quelqu'un de très bien. C'est vrai que quand il n'est plus là, on parle de toi en bien, mais il faut reconnaître que tonton Amadou Balaké était un homme très gentil. C'est comme on dit, c'est un baobab de la musique burkinabé, la musique africaine qui est tombée. Mais comme c'est un artiste émérite, ses œuvres lui suivront et il restera toujours avec nous. Du domicile de l'artiste à Ouidi au cimetière de Gounguin, Balaké aura reçu les honneurs dus à son rang. Taximan n'est pas gentil, je cherche Fanta au cinéma ou encore Barakono Mousso. Voilà des chansons qui feront vivre l'artiste éternellement dans le cœur de Stéphane. C'est une grande voix de la musique burkinabé et africaine qui laisse donc derrière lui une discographie très riche.
Hier au Sénasa, les artistes ont rendu hommage à Amadou Balaké, un moment d'émotion et de témoignage sur sa vie et son parcours artistique. Zalissa Sanfo. Amadou Balaké, tu vas nous manquer. C'est le sens de toute cette cérémonie d'adieu ce soir à l'artiste. Parents, amis, connaissances des collègues de scène ont chacun à leur manière rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. Pour eux, Amadou Balaké s'en va, mais ses œuvres et ses souvenirs resteront à tout jamais gravés dans leur mémoire. Quand vous voyez son parcours, vraiment c'est un parcours éloquent. Et je crois que c'est quelqu'un qui a travaillé et qui nous a donné quand même, qui a tracé une route pour nous les jeunes. Quand vous écoutez sa musique, c'est la musique des tiroirs. Il s'est baladé, mais il ne s'est pas laissé aller par les autres rythmiques. Balaké était quelqu'un de très cordial, quelqu'un qui faisait beaucoup d'humour. Quand vous êtes avec Balaké, vous ne pouvez pas ne pas rire. Il vous fait rire toujours. Mais c'est quelqu'un aussi qui n'admettait pas qu'on lui piétine les orteils. Et à celui qui ne fut pas seulement l'artiste tant adulé par les mélomanes, apprécié par les journalistes et autres critiques, mais qui fut seulement leur grand-père. Les petits-enfants ont composé et chanté cette chanson en guise d'adieu. Auprès de ton père, tu vas beaucoup nous manquer. Grand-père Balaké, repose en paix. Amadou Balaké est parti à l'âge de 70 ans. Mais ses œuvres le feront encore vivre plusieurs années durant. Alors que la terre du Burkina lui soit légère. À Bobo-Dioulasso, le comité de gestion et de réhabilitation des cimetières rend compte de sa gestion financière. Face à la presse, il fait le point des cotisations et des dépenses. Sur la cinquantaine de millions encaissés, une trentaine a été investi. Des explications suivies de visites de terrain au cimetière route de Banakelindara, Sanoua Klissine Koulibaly. Autorités administratives, politiques et religieuses, toutes réunies pour une même cause. Dire merci à chacun ici présent pour avoir contribué aux travaux de clôture de l'ancien cimetière route Banakelindara. En effet, depuis le mois de mai dernier, une opération de collecte de fonds a été lancée pour la clôture du dit cimetière. Depuis un certain temps, on a décidé qu'on peut clôturer les cimetières là. Donc on a convoqué les réunions. Et ce matin-là, on a fait les réunions, mais on a dit que tout le monde n'a qu'à venir voir la partie qu'on a commencé. En se tenante, l'on a pu collecter 246 000 francs CFA. Mais il reste encore plus de 69 millions de francs CFA pour la finition des travaux. Une somme qui indique l'importance de l'effort qui reste à fournir. Voilà, c'est Kadou Roumen qui signe ce reportage. L'association pour la promotion de la femme et de la jeune fille mère en difficulté sensibilise ses membres sur le cancer du col de l'utérus. Objectif, donner des informations utiles pour prévenir cette maladie qui fait de nombreuses victimes au Burkina Faso. Cette fois, c'est Sanoua Klissine Koulibaly qui nous rend compte de cette rencontre de sensibilisation. Le cancer du sein, quel comportement pour réduire les risques? Plus d'une femme ignore la réponse à cette question. C'est pour réduire ce vide informatif que se tient cette séance d'information et de sensibilisation au profit des membres de l'Association pour la promotion de la femme et des filles mères en difficulté. En français accessible, le conférencier a défini la maladie, ses manifestations, mais surtout les gestes préventifs. Il s'agit notamment de se faire dépister à temps. Si on a le diagnostic précoce, on peut en tout cas éviter le cancer. On va en tout cas enseigner à ces femmes les techniques de l'autopalpation. Cette autopalpation va permettre de poser le diagnostic précoce, ce qui éviterait un lourd traitement et la catastrophe. Le choix de l'association de joindre ses efforts à ceux déjà existants pour lutter contre cette maladie n'est pas fortuit. On a eu des femmes au sein de l'association et finalement ces dernières sont décédées.
Et c'est partant de là qu'on a décidé d'organiser. Et après, on va voir le parrain si que, en tout cas, nous pouvons organiser des séances de dépistage. L'association pour la promotion de la femme et des filles mères en difficulté existe depuis 2004. Et comme son nom l'indique, elle se bat pour l'insertion socio-professionnelle de ses membres, notamment les filles mères, par l'octroi de microcrédits et le paiement des frais de scolarité. Une sensibilisation sur le cancer du sein dans le carnet rouge de ce journal, c'est Moussa Bayogo du service de transmission de la RTB qui a dit oui à Awa Pafadnam. Le mariage a été célébré le 30 août à Bobo-Dioulasso. Collègues, amis et parents ont accompagné les tourtereaux dans cette nouvelle aventure. Awa Ouedraogo. Par ce tact, Moussa Bayogo et Awa Pafadnam viennent de rompre avec le célibat. Ils sont désormais unis par les liens sacrés du mariage. C'était en présence de nombreux parents, amis et collègues venus partager cet instant solennel à la mairie de l'arrondissement numéro 4 de la ville de Bobo-Dioulasso. Le couple Nabayaogo a opté de vivre sous le régime matrimonial, monogamie bien commun. Le maire, au cours de la célébration, n'a pas manqué de rappeler aux jeunes couples les droits et responsabilités de chacun, ainsi que les valeurs qui devront guider la vie de leur foyer. Ces valeurs sont entre autres la fidélité, le respect mutuel, le dialogue et le pardon. Voilà, heureux ménage au couple Nabayogo. C'est tout pour le grand journal de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes et une excellente reprise de travail pour demain.